Il y a un dialogue à Nairobi. Professeur, la RDC a-t-elle raison de négocier avec les rebelles? Non. Non, malheureusement. La RDC a connu beaucoup de dialogues avec des groupes armés et malheureusement, la guerre persiste. Et malheureusement, le nombre de groupes armés n'a fait qu'augmenter. Donc, si vous faites un regard rétrospectif, pendant les négociations de Sun City, il y avait moins d'une dizaine de groupes armés. Ils ont participé à la vie politique du pays et malheureusement, donc ça c'était en 2002-2003. En 2007, après les élections de 2006, une nouvelle rébellion a commencé. Et lorsque le gouvernement a pris l'option de négocier avec les groupes armés en 2008, le fameux dialogue de Goma sur la paix, la sécurité et le développement, on a vu déjà qu'il y avait 27 groupes armés. Bon, j'étais là comme observateur. Donc, moi, mon point de vue personnel, c'est que le gouvernement ne gagne pas grand-chose en négociant avec les groupes armés. Au contraire, lorsqu'on négocie en position de faiblesse, on ne gagne pas grand-chose. Et donc, si l'initiative vient du gouvernement de pouvoir négocier avec les groupes rebelles, parce qu'il a été incapable de mater les rebelles par la force, ça c'est une position de faiblesse qui ne va pas lui apporter grand-chose. Si par contre, les groupes armés, à force d'être frappés militairement, demandent de négocier avec le gouvernement, la position change. Alors, les EDF sont un groupe armé officiellement étranger, c'est un groupe ougandais. Il est étranger à la RDC, comme le sont les FDLR et bien d'autres groupes, certains autres groupes dans le sud Kivu. Et le dialogue qui se tient à Nairobi, c'est un dialogue avec les groupes armés nationaux, donc congolais. Évidemment, ces groupes étrangers sont exclus et pourraient faire l'objet d'une demande de dialogue dans un cadre différent. Parce qu'ici, c'est RDC, gouvernement, vis-à-vis des groupes armés congolais. Il faut peut-être un autre cadre pour amener ces groupes armés étrangers à la RDC à négocier avec leur gouvernement respectif, un peu comme l'East African Community a demandé à la RDC de négocier avec ses rebelles. La même demande aurait dû être adressée à l'Ouganda pour négocier avec ses rebelles, au Rwanda pour négocier avec ses rebelles, FDLR, au Burundi de négocier avec ses rebelles qui sont cachés en RDC. Malheureusement ici, encore une fois, la RDC accepte de négocier avec ces groupes armés dont certains sont accompagnés ou appuyés par des pays voisins. Si on appelait notre État et peut-être lui proposer des idées pour qu'il soit en mesure d'éradiquer ce phénomène des groupes armés. Et la seule voie, c'est le recours à la force. Il faut investir dans l'armée pour la rendre capable de maîtriser, de réduire, d'éradiquer les groupes armés. Parce qu'on peut négocier avec des groupes aujourd'hui, il y a d'autres groupes qui vont naître demain. Et donc on risque de rester dans un cercle vicieux où l'on accorde des primes à des groupes armés. Donc on peut être un bon inspecteur de finances et un piètre diplomate, et c'est le cas de Jules Alinguete. Le fait pour lui de déclarer, parce qu'il tentait de séduire tout simplement des investisseurs américains, mais on peut les séduire autrement que par le mensonge. Et ça contredit tous les efforts, tout l'engagement du chef de l'État et de son gouvernement dans la recherche de solutions au conflit à l'Est, ramener la sécurité ici. Donc, je pense même que si le chef de l'État ou le gouvernement était assez rigoureux, il devrait interpeller Alinguete et le sanctionner, ou du moins contredire ce qu'il a dit, pour montrer que ce qu'il a dit n'engage pas tout le gouvernement.
N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bonjour chers téléspectateurs de Léoncho Léo. Nous sommes à Butembo, à l'est de la RDC. Aujourd'hui, Léoncho Léonor Kivu reçoit le prof Nise Nzereka Mouendi, qui est spécialiste en relations internationales. Et aujourd'hui, on le reçoit sur Léoncho Léo. Il nous parle largement sur ce qui se passe à Nairobi, les pourparlers de Nairobi. Prof Nise Nzereka, bonjour. Bonjour. Parlez d'abord sur vous-même. Qui êtes-vous? Sur moi-même. Bon, c'est souvent difficile de parler de soi, mais je suis professeur à l'UCG, professeur de relations internationales à l'UCG. Je suis spécialiste en relations internationales. J'ai fait ma thèse sur les déterminants de la paix et de la guerre. Et j'ai fait pas mal de publications sur d'autres sujets qui intéressent les relations internationales. Oui. Je suis aussi directeur du bureau dans lequel nous sommes, donc bureau centre d'études sur la sécurité et la paix. Oui, professeur, vous avez écrit plusieurs livres qui parlent de la RDC, qui nous parlent de guerre, et il y a eu plusieurs dialogues pour que la paix revienne au pays. Et aujourd'hui, il y a un dialogue à Nairobi. Professeur, la RDC a-t-elle raison de négocier avec les rebelles qui sécurisent la RDC? Non. Non, malheureusement. Vous l'avez dit vous-même, nous avons eu beaucoup de dialogues. La RDC a connu beaucoup de dialogues avec des groupes armés et malheureusement, la guerre persiste. Et malheureusement, le nombre de groupes armés n'a fait qu'augmenter. Donc, si vous faites un regard rétrospectif, pendant les négociations de Sun City, il y avait moins d'une dizaine de groupes armés. Ils ont participé à la vie politique du pays et malheureusement, donc ça c'était en 2002-2003. En 2007, après les élections de 2006, une nouvelle rébellion a commencé. Et lorsque le gouvernement a pris l'option de négocier avec les groupes armés en 2008, le fameux dialogue de Goma sur la paix, la sécurité et le développement, on a vu déjà qu'il y avait 27 groupes armés. Bon, j'étais là comme observateur. 27 groupes armés, déjà le nombre avait augmenté. Et jusqu'en 2013, le gouvernement a senti ou a réalisé que la négociation avec les groupes armés ne faisait qu'encourager les groupes armés. Il a pris l'option de ne plus jamais négocier avec les groupes armés après la défaite du M23. Ne plus négocier, ça signifie pousser les groupes armés donc les acteurs de groupes armés à reprendre la vie civile. Bon, ici aussi, malheureusement, les programmes DDR n'ont pas apporté de solution parce que les groupes armés n'ont fait qu'augmenter. En 2015, un rapport des Nations Unies indique qu'il y a 79 groupes armés. Donc, de 27 qu'il y avait en 2008, on en était déjà à 79. Et en 2015, le Kivu Security Tracker, un projet qui est en partie géré auquel nous avons participé, a dénombré 129 groupes armés. Donc le nombre de groupes armés ne fait qu'augmenter. Peut-être que ceux qui créent les groupes armés espèrent pouvoir obtenir aussi un jour de négocier et de gagner des postes dans l'armée, dans la police, dans l'administration, ou peut-être aussi qu'en se transformant en parti politique, ils pourraient participer à la vie. Mais pour l'instant, les motivations des groupes armés sont compliquées à définir, mais malgré cette complication, on peut se rendre compte que beaucoup de gens insatisfaits de la vie politique, de la participation pacifique à la gestion du pouvoir, préfèrent la lutte armée dans l'espoir d'entrer dans la sphère politique, dans l'espace de prise de décision par la fenêtre. Vous avez fait la guerre et puis après on négocie avec vous, vous exigez d'obtenir des postes et on vous fait entrer. Voilà là où nous en sommes. Donc, moi, mon point de vue personnel, c'est que le gouvernement ne gagne pas grand-chose en négociant avec les groupes armés. Au contraire.
Oui, avec vous, professeur, quelles sont les chances que les dialogues aboutissent favorablement au gouvernement? Alors, la seule chance que le gouvernement peut se donner de faire aboutir une négociation à son profit, c'est de se montrer d'abord fort vis-à-vis des groupes armés. Lorsqu'on négocie en position de faiblesse, on ne gagne pas grand-chose. Et donc, si l'initiative vient du gouvernement de pouvoir négocier avec les groupes rebelles, parce qu'il a été incapable de mater les rebelles par la force, ça c'est une position de faiblesse qui ne va pas lui apporter grand-chose. Si par contre, les groupes armés, à force d'être frappés militairement, demandent de négocier avec le gouvernement, la position change. Et là, les groupes armés ne vont pas exiger quoi que ce soit. Donc, ils vont s'adapter aux indications que le gouvernement va leur donner. Donc, c'est cette posture-là. Si je compare ce qui s'est passé, si je compare ce qui s'est passé en 2008, le dialogue de Goma, à ce qui va se passer, ce qui commence à se passer à Nairobi, c'est que déjà à Goma, le dialogue avait été mieux préparé que celui qui va se tenir ou qui se tient déjà à Nairobi. Parce que celui de Nairobi vient d'un sommet de chefs d'État de l'East African Community. Et déjà, entre le 13 avril et le 21 janvier, au sent qu'il y a eu une seule semaine donc entre l'adhésion de la RDC à l'East African Community et l'organisation de ce dialogue dont l'impulsion est venue de l'East African Community, il n'y a pas eu suffisamment de temps et des acteurs semblent être encore dans des phases préliminaires. On commence la négociation, on constate que tout le monde n'est pas là, on discute un peu, bon, on attend encore le lendemain. Et je pense que contrairement à la session qui s'était tenue à Goma, il y a deux grandes différences. C'est qu'à Goma, ça avait été mieux préparé, parce que les gens se sont donné le temps. Et le dialogue de Goma était inclusif, parce qu'il y avait beaucoup plus de temps de préparation. Alors que pour celui-ci, il y a des groupes qui sont déjà présents et d'autres qui n'y sont pas encore. La deuxième chose, c'est que celui de Goma s'est passé en RDC. Et il y a toujours un avantage à organiser la négociation chez soi. Donc ici, les groupes armés congolais et le gouvernement congolais vont aller négocier dans un pays étranger. Il faut que ce pays étranger soit suffisamment neutre ou qu'il soit suffisamment du côté du gouvernement congolais. À l'étape actuelle, on peut constater que les deux chefs d'État, kenyans et congolais, sont en très bonne relation. C'est toujours difficile de maîtriser les agendas des États. Et comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas d'amitié entre les États. Les États ont des intérêts à défendre, à protéger. Et on peut se demander dans quelle mesure les bonnes relations entre notre président et le président kenyan permettent à la RDC de maîtriser l'agenda du président kenyan, qui n'a pas que le président congolais comme allié. Donc déjà au sein de l'East African Community, il y a bien d'autres États que la RDC a trouvés dans l'East African Community. Et l'histoire de cette organisation montre que parfois le Kenya, l'Ouganda et le Rwanda organisent des réunions à l'insu de la Tanzanie et du Burundi. Ça veut dire qu'il y a quand même des alliances beaucoup plus marquées entre les trois qu'avec les autres. On sait aussi que par le passé, c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle, une des raisons plutôt pour lesquelles, parce qu'elles sont multiples, mais une de ces raisons-là, pour lesquelles l'East African Community, initiée pendant les années 60, n'avait pas marché, c'est parce qu'il y avait eu un conflit entre la Tanzanie et l'Ouganda. Et la relance de l'East African Community n'a tenu en 2000 que lorsqu'il n'y avait plus de conflit entre les membres. Donc il y a quand même des relations qui peuvent être plus ou moins approfondies entre
des membres, les relations ne sont pas les mêmes sur le plan bilatéral, même si on est dans une organisation qui, du point de vue multilatéral, offre les mêmes chances à tout le monde qui y participe. Donc c'est difficile, je le disais, pour un observateur comme moi, ou même pour le gouvernement congolais, d'être sûr qu'il maîtrise l'agenda du Kenya, qui a aussi d'autres relations au sein de l'East African Community et en dehors de l'East African Community. Et d'autres États membres de cette organisation ont contribué à l'insécurité au Congo, même si aujourd'hui, ces États-là veulent aussi participer au retour de la paix. Je cite ici l'Ouganda et le Rwanda. Et donc, c'est des États qui ont été quelque part partis au conflit et qui ont quand même aussi des très bonnes relations avec le Kenya. Alors, il appartient au gouvernement congolais et au chef d'État congolais de jouer pour maintenir le Kenya dans une position de neutralité qui n'est pas garantie. Alors, donc, c'est des avantages liés à l'organisation des dialogues en dehors de son propre territoire. Les groupes armés qui ne sont pas encore jusque-là au dialogue, et on ne sait pas s'ils vont arriver ou pas. Mais alors, professeur, on peut savoir quel est l'intérêt des pays membres de l'EAC et à encourager ces dialogues? Alors, l'intérêt de certains pays de l'East African Community, comme l'Ouganda et le Rwanda, c'est évidemment de trouver une solution à la question du M23. Qu'ils ont soutenu et qu'ils ont hébergé après sa défaite en RDC. Ces pays ont essayé d'amener la RDC à négocier. Et on sait qu'en 2013, après une longue négociation qui a finalement abouti à la victoire des FARDC sur le M23, parce que pendant que la négociation s'allongeait, le M23 a perdu de son pouvoir de négociation avec toute cette pression qui s'exerçait sur son soutien le plus direct, le Rwanda, parce qu'il y a beaucoup de partenaires du Rwanda qui ont rompu la coopération, qui ont rompu certains financements destinés au Rwanda, et qu'en même temps, il y avait eu cette institution de la brigade onusienne pour venir aider les FARDC à régler militairement la question du M23. Donc, le M23, pendant la négociation, pendant que le M23 avançait beaucoup d'exigences, il a perdu du terrain, il a perdu tout pouvoir de négociation, et c'était à l'avantage de la RDC. Encore une fois, ici, c'était grâce à la victoire militaire que finalement, même cette négociation a été jugée inutile, parce qu'elle n'avait plus lieu d'être avec un groupe armé défait militairement. Mais on sait ce qui s'est passé par après. Le président congolais avait quand même signé 3 accords séparés à Nairobi à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la journée nationale du Kenya. Le président congolais avait quand même signé 3 accords qui n'étaient que 3 accords séparés, mais qui, une fois mis ensemble, rassemblaient encore une fois l'accord que le gouvernement refusait officiellement de signer. C'est pour vous dire que on n'est pas sorti de l'auberge, donc on ne peut pas être sûr que le pays dans lequel se tient ce dialogue et qui a des alliés comme l'Ouganda et le Rwanda qui avaient un intérêt clair avec le M23 et qui gardent encore cet intérêt. On comprend qu'ils aient influencé d'ailleurs l'East African Community pour demander à Félix Tshisekedi de négocier, tout en lui promettant de mettre en place une force internationale pour gérer militairement les questions de la RDC, des questions sécuritaires. Ces États ont quand même aussi réussi à faire porter à l'East African Community la demande de négociation pour le M23 essentiellement. Il fallait demander au gouvernement congolais de négocier avec le M23. La demande est venue de ces États-là qui soutiennent le M23. Et donc la RDC doit être consciente de ça en allant négocier. Il ne faut pas être naïf, donc il faut avoir en tête que
que voilà, on vient négocier, on va négocier, mais on n'est pas en face des partenaires qui sont de bon cœur, donc il ne faut pas être naïf. Oui, professeur, il y a donc la représentation des ADF, ils ne sont pas jusque-là à Nairobi pour ce dialogue. Quelle est votre perception quand vous voyez les groupes armés, les ADF, massacrer les civils à Beni? Quelle est votre perception par rapport à la situation sécuritaire à Beni et à Ituri? Alors, les ADF sont un groupe armé officiellement étranger, c'est un groupe ougandais. Il est étranger à la RDC, comme le sont les FDLR et bien d'autres groupes, certains autres groupes dans le sud Kivu. Et le dialogue qui se tient à Nairobi, c'est un dialogue avec les groupes armés nationaux, donc congolais. Évidemment, ces groupes étrangers sont exclus et pourraient faire l'objet d'une demande de dialogue dans un cadre différent. Parce qu'ici, c'est RDC, gouvernement, vis-à-vis des groupes armés congolais. Il faut peut-être un autre cadre pour amener ces groupes armés étrangers à la RDC à négocier avec leurs gouvernements respectifs, un peu comme l'East African Community a demandé à la RDC de négocier avec ses rebelles. La même demande aurait dû être adressée à l'Ouganda pour négocier avec ses rebelles. Au Rwanda pour négocier avec ses rebelles, FDLR, au Burundi de négocier avec ces rebelles qui sont cachés en RDC. Malheureusement ici, encore une fois, la RDC accepte de négocier avec ces groupes armés dont certains sont accompagnés ou appuyés par des pays voisins et n'obtient pas la réciprocité pour que ces États négocient aussi avec leurs rebelles qui dérangent encore la sécurité en RDC et qui tuent des Congolais. Et je pense que le gouvernement devrait aller même au-delà de ça et demander réparation pour toutes les victimes qui sont ces citoyens. Le gouvernement a le devoir de protéger ses citoyens et de demander une réparation équitable pour tous les crimes commis en RDC par des groupes armés étrangers. Oui, professeur, avec vous, avant de finir notre émission, il y a l'inspecteur général de l'IGF, M. Gilles Alinguet, qui a parlé qu'en RDC, il n'y a pas la guerre. Professeur, quelle est votre analyse par rapport à ça? Bon, j'y trouve un mensonge mélangé à l'improvisation. Bon, je dirais ici qu'il y a quelqu'un qui s'est improvisé diplomate. C'est un technicien pour des questions financières, pour des questions de lutte contre la corruption. Mais on ne s'improvise pas diplomate. Donc on peut être un bon inspecteur de finances et un piètre diplomate, et c'est le cas de Jules Alinguete. Le fait pour lui de déclarer, parce qu'il tentait de séduire tout simplement des investisseurs américains, mais on peut les séduire autrement que par le mensonge. Le fait pour lui de mentir, de chercher à mentir alors qu'ils savent, hein, ils sont au courant de ce qui se passe ici. Le fait de tenter de les tromper, c'est une imprudence diplomatique et ça contredit tous les efforts, tout l'engagement du chef de l'État et de son gouvernement dans la recherche de solutions au conflit à l'Est, ramener la sécurité ici. Donc, je pense même que si le chef de l'État ou le gouvernement était assez rigoureux, il devrait interpeller Alinguet et le sanctionner, ou du moins contredire ce qu'il a dit, pour montrer que ce qu'il a dit n'engage pas tout le gouvernement, qui est quand même engagé ici à différents fronts pour amener la paix. Parce que le message d'Alinguet contredit tous les efforts du gouvernement dans le Nord Kivu et dans l'Ituri. Oui,
Professeur Nissé Nzereka Mugende, nous sommes vers la fin. Pouvez-vous avoir un message particulier adressé à la population de Butembo et aussi à nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde? Alors, moi je pense que la population en général, elle aura la paix lorsqu'il y aura un État fort en RDC. Un État fort, ça ne signifie pas des personnes fortes. Je vais vous donner un exemple. On ne peut pas avoir un territoire très riche et ne pas se donner les moyens de le sécuriser. Il faut que la population amène ses gouvernants à prendre de bonnes options pour sécuriser la RDC et pour lui donner un avenir radieux. Sinon, on en restera dans le même cycle. J'ai écrit une thèse sur les déterminants de la paix et de la guerre. Donc, je sais ce que je suis en train de dire ici. Si vous observez de près, nous avons un État qui, dans son implantation territoriale, n'arrive pas à contrôler l'entièreté du territoire. Et donc, ça donne l'impression que l'État, avec toutes ses forces de sécurité, l'État reste plus petit que son territoire, alors que les États puissants, ils sont plus vastes que leur territoire. Quand on voit les Américains projeter leurs forces à l'extérieur de leur territoire pour sécuriser leurs intérêts, c'est tout l'inverse pour la RDC. C'est comme un État qui contrôle seulement une partie de son territoire, et ça rejoint d'ailleurs ce que Alinguete a dit. Psychologiquement, il y a beaucoup de Quinois qui ignorent ce qui se passe dans le Kivu, dans les fins fonds, et beaucoup de Congolais d'ici qui n'ont jamais été à Kinshasa, qui ne circulent pas, dont le territoire est mal aménagé. Et le contrôle de l'État est fragile parce que sur le même territoire de l'État congolais, on trouve des zones contrôlées par l'État congolais et des zones laissées sous le contrôle des groupes armés, dont certains sont des alliés du gouvernement. Vous comprenez? Que donc, il s'est créé une habitude, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date des années, ça date déjà de plus de 20 ans, où le gouvernement contrôle une partie du territoire, fait contrôler certaines autres zones par des groupes armés opposés à d'autres groupes armés qui sont ennemis. Il y a des groupes armés qui sont ennemis à l'État congolais, il y a d'autres groupes armés qui sont alliés à l'État congolais. Mais l'État congolais les utilise contre ses ennemis, ses ennemis sur son propre territoire. Mais quand ça dure 20 ans, ça signifie que l'État congolais tolère. À la présence, je vous ai dit qu'il y a eu X groupes armés à telle période, pendant la première décennie de 2000. Il y a eu un peu plus entre 2010 et 2018, 2017. Et par après, on en est à 129 groupes armés. C'est pas normal. Voilà. C'est pas normal dans un État. Donc, il faut que nous tous, nous puissions appeler notre État et peut-être lui proposer des idées pour qu'il soit en mesure d'éradiquer ce phénomène des groupes armés. Et la seule voie, c'est le recours à la force. Il faut investir dans l'armée pour la rendre capable de maîtriser, de réduire, d'éradiquer les groupes armés. Parce qu'on peut négocier avec des groupes aujourd'hui, il y a d'autres groupes qui vont naître demain. Et donc on risque de rester dans un cercle vicieux où l'on accorde des primes à des groupes armés. Oui, professeur, nous sommes à la fin de notre émission, mais je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes l'auteur du livre « Le déterminant de la paix et la guerre au Congo, au Zaïre ». Nous vous disons merci de nous avoir accueillis dans votre bureau. Oui, chers téléspectateurs de Léo Njo Léo, nous vous disons merci. Au revoir. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.